Bien, donc rebonjour à tous, on va pouvoir débuter. Bienvenue du coup à ce nouveau webinar dans la série des webinars sur la loi relative à la lutte contre le gaspillage et pour une économie circulaire, avec pour aujourd'hui donc le thème réduction à la source, éco-conception et interdiction de certains produits et emballages. Alors peut-être en préambule, n'oubliez pas surtout de bien mettre votre son, mais j'imagine que de toute façon, si vous ne m'entendez pas, vous allez vite le réaliser. Pensez également, s'il vous plaît, à désactiver votre micro, au moins le temps de la présentation, afin d'éviter tout bruit perturbant. Et puis, n'hésitez surtout pas à poser vos questions à l'écrit à tout moment. On va prévoir au moment de la présentation 2 temps de réponse à ces questions. Voilà, donc surtout, n'hésitez pas à le faire quand ça vous vient. Je suis donc Valentin Fournel, directeur éco-conception chez Citeo. Et je suis accompagné de Thibaut Boucher qui va animer ce webinaire qui est chargé de mission affaires publiques, toujours chez Citeo. Voilà. Thibaut, je te passe la main. Oui, merci Valentin. Alors pour ce webinaire du 5 mars, voici les thèmes que nous allons évoquer. La réduction à la source des emballages, les ambitions en matière d'éco-conception et les interdictions de plastique à usage unique. Donc vous avez également le programme des prochains webinaires du 12, du 19 et du 26 mars et un rappel du webinaire du 12 février dernier que vous pouvez consulter sur notre chaîne YouTube. C'est un accès libre sur la chaîne YouTube de Citeo. Alors, entrons dès maintenant dans le vif du sujet avec ce webinaire dédié à la réduction et aux interdictions d'emballage. Pour mémoire, si vous voulez le partager auprès de collègues notamment, il y aura un replay qui sera disponible dans les 24 heures suivant ce webinaire. Donc là encore sur notre chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube de Citeo. Commençons dès maintenant et entrons dans le vif du sujet et évoquons les nouvelles ambitions en matière d'éco-conception. Alors tout d'abord, il faut noter que l'éco-conception fait son entrée dans les principes généraux du Code de l'environnement. L'éco-conception est inscrite maintenant dans les principes généraux du Code de l'environnement. Ça a une portée juridique qui n'est pas extrêmement importante pour vos opérations, mais ça montre aussi l'ambition politique que le gouvernement a voulu donner à l'éco-conception, qui est l'une des priorités de ce texte. L'éco-conception figure également dans les obligations possibles en application du principe de la REP, de la responsabilité élargie du producteur. Il est mentionné qu'il y a l'adoption d'une démarche d'éco-conception des produits. Enfin, autre dimension importante, comme vous le savez, il y a d'ici 2040 on m'entend là Apparemment peu. Pardon, on m'entend peut-être mieux comme ça ou parce qu'apparemment il y Est-ce que a c'est mieux? c'est Jean-Louis Bévier qui disait OK. Ok, merci Nawal pour cette réponse. Alors, je reviens aux nouvelles ambitions en matière d'éco-conception. Euh, Comme vous le savez, ça a été fortement médiatisé. Il y a, d'ici à 2040, enfin, pour 2040, la fin de la mise sur le marché des emballages en plastique à usage unique. Et il va y avoir la définition d'objectifs intermédiaires, euh, notamment quinquennaux, et il va également y avoir la définition d'une stratégie nationale pour la réduction, la réutilisation, le réemploi et le recyclage des emballages en plastique à usage unique. Cette stratégie devait être définie avant le 1er janvier 2022, mais le gouvernement a décidé d'accélérer considérablement le calendrier et est annoncé maintenant pour le mois d'avril de cette année, mois d'avril 2020. Elle a été annoncée par Edouard Philippe pour le mois d'avril. Donc là encore, c'est une stratégie qui va avoir un fort impact en matière d'éco-conception, puisque ça va amener à repenser les emballages des produits. Mesure extrêmement importante sur l'incorporation de matières recyclées. Alors, c'est-à-dire que la mise sur le marché de certaines catégories de produits et matériaux pourra être subordonnée au respect d'un taux minimal d'incorporation de matières recyclées dans ces produits et matériaux. Donc, alors,
Petite précision déjà pour vous l'indiquer. Tout ce que je vous dis à l'oral va vous être envoyé par la suite dans une présentation écrite. Donc ne vous inquiétez pas, vous aurez la présentation exhaustive, en gros le script de tout ce que je suis en train de vous dire. Donc ne vous inquiétez pas, vous aurez une présentation plus light, plus légère, pour que ce soit plus agréable, mais vous aurez une présentation exhaustive euh, suite au webinar. Donc, revenons à l'incorporation de matières recyclées. La mise sur le marché de certaines catégories de produits et matériaux pourra être subordonnée au respect d'un taux minimal d'incorporation de matières recyclées dans ces produits et matériaux. Cependant, à l'exception des matériaux issus de matières premières renouvelables, sous réserve que l'analyse de cycle de vie de cette obligation soit positive. Quelle est l'entrée en vigueur de cette mesure? C'est lorsque le décret sera publié. Donc pour l'instant, nous n'avons pas de date précise. La loi ne fixe pas de date précise. C'est lorsque le décret sera publié qu'il y aura cette obligation. Euh, et bon, pour l'instant, ça n'est pas encore pour l'instant dans les décrets prioritaires. Mais sachez que ce décret précisera les catégories et taux, leur trajectoire pluriannuelle d'évolution, les caractéristiques des matières premières renouvelables exemptées, en tenant compte des caractéristiques techniques des produits, notamment en matière environnementale, sanitaire et de sécurité, et après consultation des représentants des secteurs concernés. Donc vous voyez, vous allez être sans doute avisé par vos organisations professionnelles ou fédérations respectives de la consultation qu'il va y avoir pour la rédaction de ce décret d'incorporation de matières recyclées. Le décret précisera aussi la méthode retenue pour le calcul du taux, ainsi que les modalités de contrôle du respect de l'obligation. Voilà, c'est l'article 61 de la loi. Voilà pour cette mesure d'incorporation de matières recyclées qui entrera en vigueur, encore une fois, lorsque le décret sera publié. Vous voyez que le décret la loi oblige à ce que la définition du décret se fasse après consultation. Venons-en maintenant à l'obligation d'intégrer une filière de recyclage. Alors, vous voyez l'échéance, c'est au plus tard le 1er janvier 2030. Il y aura l'obligation d'intégration d'une filière de recyclage pour tous les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs responsables de la mise sur le marché d'au moins 10 000 unités de produits par an et déclarant un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions d'euros. Ces acteurs devront justifier que les déchets engendrés par leurs produits sont de nature à intégrer une filière de recyclage. Il y a une exception qui est prévue pour les produits qui ne peuvent intégrer aucune filière pour des raisons techniques, y compris en modifiant leur conception. Les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs de ces produits doivent alors justifier de cette impossibilité et sont tenus de réévaluer tous les 5 ans la possibilité de revoir la conception des produits concernés pour qu'ils puissent intégrer une filière de recyclage. Vous voyez un mécanisme de contrôle tous les 5 ans pour que les producteurs ou metteurs sur le marché, importateurs, qui n'ont pas pu, dont les produits n'ont pas pu intégrer, devront justifier tous les 5 ans de l'impossibilité d'intégrer cette filière de recyclage. Là encore, comme vous le voyez, il y a toujours une petite rubrique verte lorsqu'un texte d'application est prévu. Donc là, c'est un décret en Conseil d'État, c'est-à-dire qui est soumis à l'avis du Conseil d'État. Ce décret définira les conditions d'application et les sanctions pour les entreprises dont les produits ne peuvent intégrer aucune filière et qui ne sont pas en mesure de démontrer l'impossibilité d'intégrer leurs produits dans une telle filière de recyclage. Voilà pour cette obligation qui devra être effective au plus tard le 1er janvier 2030. Enfin, dernière mesure importante en matière d'éco-conception et qui montre toutes les ambitions du gouvernement, mais vous voyez que ce sont des mesures importantes, et c'est celle-là qui va être sans doute une des les plus importantes, le plan d'éco-conception. Donc, tout producteur concerné par une filière REP, une filière de responsabilité élargie du producteur, est tenu d'élaborer et de mettre en œuvre un plan de prévention et d'éco-conception ayant pour objectif de réduire l'usage de ressources non renouvelables, d'accroître l'utilisation de matières recyclées et d'accroître la recyclabilité de ces produits dans les installations de traitement situées sur le territoire national. Cette mesure entre en vigueur au 1er janvier 2023. Ce plan devrait être révisé tous les 5 ans. Ce plan pourrait être individuel, c'est-à-dire propre à votre entreprise, propre au producteur, ou commun à plusieurs producteurs. Donc, vous pourrez vous associer à plusieurs producteurs. Ce plan devra comporter un bilan du plan précédent, lorsqu'il sera révisé tous les 5 ans, et il devra définir les objectifs et actions de prévention d'éco-conception qui seront mises en œuvre par le producteur durant les 5 années à venir. L'éco-organisme
donc Citeo, pourra élaborer un plan commun à l'ensemble de ses adhérents. Les plans individuels et communs sont soumis à l'éco-organisme mis en place par les producteurs, qui en publie une synthèse accessible au public, après présentation à l'instance représentative des parties prenantes de la filière. Donc, vous voyez une mesure importante, les plans d'éco-conception qui entrent en vigueur, encore une fois, au 1er janvier 2023 et qui auront pour objectif de réduire l'usage de ressources non renouvelables et d'accroître la recyclabilité des, des produits et matières et emballages qui seront concernés. Donc voilà, une mesure extrêmement importante. Alors venons-en maintenant au plastique à usage unique qui va, voilà, des mesures d'interdiction ou de réduction qui vont obliger aussi à développer des actions d'éco-conception. Alors, notons tout d'abord que la notion de plastique à usage unique n'est pas définie dans la loi. Elle avait été, puis les parlementaires ont choisi de retirer cette définition à la toute fin du processus législatif, lors de la commission mixte paritaire, parce que la définition était trop large et ne respectait pas exactement la définition telle que prévue par l'Union européenne, par la Commission européenne, dans le cadre de la directive SUP, Single Use Plastic. Donc, pour mémoire, je vous ai mis donc la définition issue de la directive SUP. Qu'est-ce qu'un produit en plastique à usage unique? C'est un produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir pendant sa durée de vie plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau, ou qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour être réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu. Donc sachez qu'il y a aussi la loi prévoit également des transpositions par ordonnance de la directive SUP. Et cette définition de plastique à usage unique pourra intégrer la transposition par ordonnance euh, qui doit arriver dans les 6 mois suivant la publication de la loi qui a été le 10 février dernier. Donc, vous voyez, c'est un calendrier assez restreint pour la transposition de cette définition. On s'oriente vers une définition à l'identique selon les vœux des parlementaires, mais également du gouvernement. Ce sera bien, normalement, selon toute vraisemblance, une définition à l'identique qui sera reprise dans le droit français pour ne pas créer une distorsion de concurrence qui serait en défaveur des entreprises françaises. Sur les plastiques à usage unique, les interdictions, il y a, à partir du 1er janvier 2021, l'interdiction de l'importation et de la fabrication de sacs en plastique à usage unique. Alors, c'était déjà le cas, comme vous le savez, mais il y avait un petit vide juridique qui concernait les grossistes, et donc des commerçants ou des distributeurs qui étaient de bonne foi et qui achetaient des sacs en plastique et qui en fait se retrouvaient sous le coup de la loi. Donc maintenant, ce vide juridique est comblé. Donc les grossistes sont également visés par cette interdiction d'importation et de fabrication de sacs en plastique à usage unique. Le 1er janvier 2021, là encore, il y a l'interdiction de la distribution gratuite de bouteilles en plastique contenant des boissons dans les établissements recevant du public, dans les locaux à usage professionnel. Attention, il y a bien une exception pour les établissements non desservis par un réseau d'eau potable, ce qui peut être le cas, par exemple, on pense à la Guadeloupe, il y a des difficultés d'accès à l'eau potable dans certaines parties du territoire. C'est exception également pour la distribution gratuite de bouteilles en plastique lorsqu'elle répond à un impératif de santé publique ou lorsqu'une restriction de l'eau destinée à la consommation humaine pour des usages alimentaires est prononcée par l'autorité administrative compétente. Donc, typiquement, on peut imaginer que, par exemple, en cas de très forte chaleur de canicule, la distribution de bouteilles bouteilles en plastique contenant des boissons pourra être pour la distribution de bouteilles d'eau pourra être autorisée s'il y a des restrictions d'eau prononcées par la préfecture, par exemple. 1er janvier 2021, là encore, ça vise aussi les bouteilles en plastique à usage unique. Les clauses contractuelles imposant la fourniture ou l'utilisation de bouteilles en plastique à usage unique dans le cadre d'événements festifs, culturels ou sportifs sont réputées non écrites, à l'exception des cas où la substitution de ces bouteilles par des produits réutilisables est impossible. Donc, typiquement, si je suis par exemple à la tête d'un salon du livre et que j'ai un contrat avec telle entreprise pour des bouteilles d'eau qui courent sur 5 ans, à partir du 1er janvier 2021, le contrat est réputé illégal, est réputé contre la loi, et peut-être ne pas respecter la loi. Par contre, on peut imaginer, mais c'est qu'une hypothèse que je vous dis, hein, c'est pas, il
faut pas du tout le voir comme l'interprétation du gouvernement, mais on peut imaginer par exemple qu'un événement sportif comme un marathon, par exemple, pourrait autoriser peut-être des bouteilles d'eau, puisque ça peut relever de cas où la substitution de ces bouteilles par des produits réutilisables est impossible. Voilà, de marathon, je sais pas, voilà, une course cycliste. Voilà. Ce sont, par exemple, ce n'est qu'une hypothèse, là encore, mais c'est pour vous donner quelques exemples et pour que vous compreniez bien le sens cette mesure, puisque c'est vrai qu'elle n'est pas forcément très compréhensible de manière juridique comme ça. On continue toujours sur les interdictions de plastique à usage unique. Pour faire un petit point, un petit recul en arrière, la loi agriculture et alimentation, la loi Egalim, avait fixé un certain nombre d'interdictions de produits en plastique à usage unique que vous connaissez sans doute. Et pour appliquer cette loi qui devait entrer en vigueur au 1er janvier 2020, le gouvernement a donc édité un décret, le décret du 24 décembre 2019, relatif à l'interdiction de certains produits en plastique. Mais depuis, la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire a été promulguée. Depuis maintenant, c'est la loi qui entre en vigueur. Donc, il faut appliquer du coup la loi. Donc, c'est ce que vous voyez qui apparaît à l'écran. Donc, à compter du 1er janvier 2020. Interdiction des gobelets verts ainsi que les assiettes jetables de cuisine pour la table. Donc, vous voyez que par rapport au décret où il y avait beaucoup de produits qui avaient été interdits, vous avez vu la slide passée, il y avait énormément de produits, notamment les couverts, et Picastec, voilà. Tout ça n'est pas interdit à compter du 1er janvier 2020. Donc, vraiment, je voudrais vous rassurer sur ce point, tout ça n'est pas interdit à compter du 1er janvier 2020. Ce qui est interdit à compter du 1er janvier 2020, ce sont les gobelets, les verres, ainsi que les assiettes jetables de cuisine pour la table. En revanche, à compter du 1er janvier 2021, seront interdites les pailles à l'exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales, les confettis en plastique, les piques à steak, les couvercles à verre jetables, les assiettes autres que celles interdites en 2020, y compris les assiettes comportant un film plastique, seront également interdits à partir du 1er janvier 2021 les couverts, les bâtonnets mélangeurs pour boissons, c'est-à-dire les petites touillettes, les contenants ou récipients en polystyrène expansé, destinés à la consommation sur place ou nomade. Donc, typiquement, ce sont les boîtes à kebab, pour vous donner une idée. Les bouteilles en polystyrène expansé pour boissons et les tiges de support pour ballons, ainsi que leur mécanisme. Donc, comme mentionné à la fin, la loi étant supérieure au décret, il faut appliquer la loi. Il faut appliquer donc la loi relative à la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire. C'est elle qui prime. Ce n'est plus le décret du 24 décembre 2019. Donc voilà, je sais qu'il y a eu beaucoup d'interrogations et qu'il y a eu une certaine confusion là-dessus, puisque c'était assez complexe. Mais voilà, le gouvernement a souhaité revenir, le gouvernement et les parlementaires ont souhaité revenir sur ces interdictions d'Egalim et donner plus de temps aux entreprises pour se préparer. Donc voilà, vous avez les deux échéances, 1er janvier 2020, 1er janvier 2021. Évoquons néanmoins ce qui change entre la loi et le décret. Alors, la loi, j'ai marqué le projet de loi, mais c'est une erreur de ma part, la loi supprime les exemptions pour les produits compostables en compostage domestique et constitués tout ou partie de matière biosourcée. Peut-être si vous avez suivi, si vous êtes concerné directement par ces questions, le décret prévoyait des exemptions pour les produits à la fois compostables en compostage domestique et également constitués tout ou partie de matière biosourcée. La loi supprime ces exemptions. Donc, attention sur ce point. Là, il y a un changement important. La loi n'interdit pas les boîtes, barquettes et pots. Donc, l'interdiction prévue par le décret n'aura plus de base légale maintenant, après l'entrée en vigueur de la loi. Et l'article du Code est réécrit sans mention de ces produits. Mais ces produits sont cependant visés par une obligation de la SUP qui fera l'objet d'une transposition par ordonnance. Donc, il peut y avoir une évolution prochainement pour ces produits, boîtes, barquettes et pots. La loi interdit, ce qui est nouveau par rapport au décret, les contenants, récipients et bouteilles en polystyrène expansé. Ce qu'on évoquait tout à l'heure pour les contenants, les boîtes à kebab. Ça, c'est nouveau par rapport au décret. Attention.
Et une question qui revient souvent de la part des entreprises, est-ce que mon produit, mon emballage qui est constitué de matière recyclée, que ce soit partiellement ou entièrement, est-ce qu'il est, est-ce qu'il est concerné par l'interdiction de plastique à usage unique ou est-ce qu'il est exempté? Non, il n'est pas exempté, il est bien concerné par l'interdiction de plastique à usage unique. Donc même si vous avez, je ne sais pas, des couverts qui sont partiellement ou entièrement constitués de matière recyclée, ils sont bien interdits à partir de 2021, du 1er janvier 2021, par la loi. Donc voilà, c'est une question on voulait évoquer puisque c'est une question qui revient très souvent. Alors peut-être, je ne sais pas s'il y a beaucoup de questions, peut-être qu'on va en faire une première salle de questions-réponses avec Valentin. Nous allons donc reprendre toutes les questions qui ont été posées jusqu'à maintenant. La première, donc comment prouver concrètement que les emballages que nous utilisons ne sont pas recyclables? Alors, je prendrais plutôt la question peut-être dans l'autre sens, c'est-à-dire comment prouver que les emballages que vous utilisez sont recyclables. Donc, on est en train de définir chez Citeo, on va dire plutôt de préciser, pardon, la définition d'un emballage recyclable, afin justement de vous aider dans cette démarche, c'est-à-dire pouvoir garantir quelque part que l'emballage qui est sur le marché est bien recyclable. Pour rappel, hein, la recyclabilité aujourd'hui s'entend, il faut que l'emballage puisse intégrer une filière de recyclage existante en pratique et à l'échelle, en ayant une récupération optimale de la matière et sans perturbation. Donc ça veut bien dire qu'il va y avoir des critères à la fois de collecte, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un dispositif qui existe au niveau national, ou plus d'ailleurs en fonction de la région qu'on veut regarder, mais il faut qu'il y ait bien un système de collecte spécifique permettant déjà de collecter l'emballage, donc que le consommateur citoyen puisse en tout cas le trier. Deuxième pan, il faut bien que cet emballage soit triable, c'est-à-dire qu'il puisse être bien orienté dans les centres de tri vers la filière de recyclage adéquate. Et puis enfin, il faut que cet emballage donc intègre les filières de recyclage existants à l'échelle et en pratique. Et donc là, bien évidemment, on publiera une liste de ces filières-là. Alors pardon, vous réagissez sur cette même question. Donc aujourd'hui, tout ce qui est, vous dites la question était tournée au négatif car il s'agit de complexes fromagers. Aujourd'hui, tout ce qui va être effectivement considéré comme des matériaux complexes dont on sait qu'ils ne peuvent pas intégrer les filières de recyclage sont considérés comme non recyclables. Et donc il faudra effectivement travailler sur l'éco-conception pour faire en sorte de pouvoir recycler ces emballages-là, sauf si d'ici là, hein, on parle bien du 1er janvier 2030, sauf si d'ici là, d'autres filières de recyclage se sont développées via d'autres technologies dont vous pouvez certainement entendre parler, comme recyclage chimique, pyrolyse ou autre. Mais il faudra avoir fait sa démonstration que ces filières de recyclage-là existent bien à l'échelle et en pratique. Voilà. Deuxième question. Y aura-t-il un minimum à atteindre dans ce plan? Alors pardon, c'est dans le plan éco-conception, un minimum, ça dépend de quoi vous parlez. Je dirais qu'aujourd'hui, on parle de vraiment d'un plan d'action, donc c'est plutôt monter une trajectoire, l'objectif étant toujours celui affiché du coup à 2030. Ensuite, question suivante, n'est-ce pas le fabricant d'emballage qui est concerné? Donc là, on parle bien d'emballage mis sur le marché, c'est-à-dire donc d'emballage qui emballe un produit mis en marché. Donc c'est bien le premier metteur en marché du produit emballé qui est concerné, mais bien évidemment avec le soutien de son fabricant d'emballage, parce que si les fabricants d'emballage ne peuvent pas effectivement fournir des emballages qui puissent intégrer les filières de recyclage, dans ce cas, ça ne fonctionnera pas. Mais c'est bien l'industriel qui met en marché, hein, sur la première mise en marché, qui est concerné. Ensuite, la grande distribution est-elle concernée par l'article 61? Alors, de toute façon, on va dire que, encore une fois, on va regarder là celui qui met en marché le produit emballé et donc l'emballage. Donc, si c'est la grande distribution qui peut avoir des emballages propres, bien sûr, la grande distribution est concernée. Si c'est un industriel, c'est l'industriel qui sera concerné. Mais tous les metteurs en marché peuvent être concernés.
Ensuite, n'est-il pas contradictoire d'imposer des teneurs minimales de plastique recyclé dans les emballages? Alors, bien sûr, ça fait partie des grandes questions que pose la loi. Il faut bien préciser ici que c'est une ambition que partage là le gouvernement. Ça n'empêche pas qu'à court terme, il va falloir réussir à gérer les plastiques, les emballages plastiques qui sont mis sur le marché. Donc il y a bien une double ambition. Il y a un court moyen terme qui vise à apporter plus de recyclabilité, plus de recyclage, hein, surtout, c'est bien l'objectif ultime, pour ensuite, d'ici 20 ans, attendre vers des alternatives à l'usage unique et donc à ce type d'emballage. Donc c'est pas contradictoire dans le sens où les pas de temps sont différents. En revanche, bien évidemment, ça peut poser des questions sur les investissements à opérer et les travaux de R&D à mener en priorité. Alors, définition de la SUP européenne 1 concerne le produit. Cela veut dire que la définition est transposée aux emballages différents du produit. Oui, merci Patricia pour cette question. Alors c'est vrai que voilà, dans ce cas précis, dans le cas de ce cas précis de la directive SUP, effectivement la définition, il y a marqué produit, mais c'est produit au sens également d'emballage. Voilà, donc c'est bien, ça concernera aussi bien les emballages. Donc voilà. Pour l'instant, vous avez les produits qui sont interdits, mais dans la directive SUP, il y a la notion d'emballage est également comprise. Autre question, une dosette en plastique qui serait récupérée, recyclée et dont la matière serait utilisée pour refaire une dosette en plastique ne serait pas considérée comme plastique à usage unique. La réponse est si. Tout à fait. Quand on parle d'usage unique, c'est bien vraiment que l'emballage même resserve pour le même usage. Voilà, donc le fait de recycler n'est pas considéré comme étant du réemploi ou de la réutilisation. Ensuite, une bouteille de gel douche qui va être utilisée pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, c'est exactement effectivement la même type de question sur un autre produit. Donc si, ce sera bien effectivement un usage unique aussi, puisque c'est bien le nombre de rotations, c'est pas la durée d'utilisation de l'emballage qui compte, mais bien les rotations pour être réutilisées pour le même usage. Les pics plastiques autres que pics à steak sont-ils concernés? Pics à roll mops. Les pics, alors les pics à roll mops, non. Là, la loi est claire. Ce sont les pics à steak qui sont concernés. Donc normalement, les pics à roll mops ne sont pas concernés. Ce serait, non, 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 ce n'est pas le cas. Ensuite, un gobelet plastique utilisé en consommation dans un bar est donc autorisé en 2020 ou concerné par la loi. Nous séchons. Nous n'avons pas de réponse pour cette question-là. Nous reviendrons vers vous quand on aura un peu creusé ce point. Ça dépend si c'est un gobelet usage unique ou si c'est un gobelet Ouais, est-ce qu'il est réutilisable, effectivement consigné pour être réutilisé pour le même usage? Est-ce que c'est un gobelet à usage unique? Est-ce qu'il est en PS ou en autre matériau? Enfin, voilà, il y a pas mal de questions qui se posent, mais on pourra. L'usage unique, normalement, c'est 1er janvier 2020. Mais par contre, si c'est un gobelet réutilisable, c'est pas interdit. Voilà. Donc, si c'est un gobelet à usage unique, c'est bien interdit. Si c'est réutilisable, par contre, non. Donc, en cas d'usage unique, oui, ce sera interdit. Ensuite, comment contrecarrer les industriels qui communiquent en disant que leurs couverts sont réutilisables? Oui, donc ce sont effectivement des images qu'on a tous bien vues dernièrement. Donc là, c'est au pouvoir public effectivement de prévoir du contrôle et de la sanction pour ce type de pratique qui évidemment va à l'encontre quand même de la loi et de la philosophie de la loi. Oui, tout à fait. Je complète ce que dit Valentin. Voilà, il y a une association qui a justement alerté sur ces couverts prétendument réutilisables qui contrecarrent à la loi. Et Brune Poisson a répondu en disant qu'elle allait les sévir et qu'elle allait lancer des contrôles. Donc voilà, ça n'est pas, c'est vraiment, c'est bien un non-respect de la loi et les pouvoirs publics vont sévir. Donc attention pour ce genre de pratique. Ensuite, question suivante. Les pots de yaourt sont considérés comme à usage unique. Donc oui, les pots de yaourt sont des emballages à usage unique, donc bien concernés par l'objectif 2040
de la loi. Question suivante. On interdira donc les couverts, assiettes à usage unique compostables home. Donc oui, aujourd'hui, il n'y a plus d'exemption pour tout ce qui est justement compostable à domicile dans les interdictions, donc à partir du 1er janvier 2021. Pour les couverts, l'assiette. Et assiettes dès 2020, effectivement, et couverts 2021. Question d'après. Donc un gobelet papier avec 10% de part de plastique est concerné par la loi en 2021. Alors non, aujourd'hui ce n'est pas clair sur la définition justement de single-use plastique qui est en cours, il me semble, hein, Thibaut, je te regarde, qui est en cours de précision justement pour bien comprendre ce qui va être intégré dans cette définition de produits plastiques à usage unique. Donc nous n'avons pas encore la réponse. Parle-t-on ici, alors autre question, pardon, parle-t-on ici aussi bien d'assiettes, gobelets, etc., ou également tout ce qui concerne les emballages plastiques, également sachets, blisters, etc. Alors, sur les interdictions à venir au 1er janvier 2021, on ne parle bien que de produits. Voilà, il n'y a pas encore d'emballage concerné. En revanche, sur l'objectif de la loi 2040, on parle bien là d'emballage également plastique à usage unique. Donc dans ce cas, tous les emballages plastiques à usage unique sont concernés. Alors, autre question, pardon, quid des pailles pour briquettes de jus de fruits solidaires à l'emballage interdite au 3 juillet 21 normalement. Je laisse Thibaut reprendre la main. Nous n'avons pas forcément encore la réponse. On pourra revenir aussi vers vous sur ce point-là. Oui, oui, absolument. Patrick, on reviendra vers vous pour les pailles pour briquettes de jus de fruits solidaires, l'emballage, parce que là, je ne voudrais pas vous donner une réponse qui serait inexacte. Question suivante. Ces évolutions vont-elles être étendues également à l'échelle européenne ou est-ce uniquement français? Quid des écarts versus les pays voisins? C'est une très bonne question. Aujourd'hui, c'est bien une loi française, donc qui n'est pas au niveau européen. Il faudra alors suivre l'évolution de la réglementation européenne. Je complète juste pour indiquer que la Commission européenne a quand même regardé avec un œil extrêmement intéressé, même voire un œil très positif, la loi française relative à l'économie circulaire. Parce que vous savez que ça bouge aussi beaucoup au niveau européen et que le 10 mars, il y aura un plan d'action dédié à l'économie circulaire qui va être annoncé par la Commission européenne. Et notamment, il y a certaines versions qui sont parues dans la presse, il y a certaines interdictions de la loi française qui se retrouvent au niveau européen, et nous allons l'évoquer un petit peu plus tard, mais pour les fruits et légumes notamment, l'interdiction de certains emballages plastiques pour les fruits et légumes, et on va évoquer ça en détail juste après, mais cette interdiction serait également au niveau européen. Également pour les sachets de thé, on va évoquer tout ça, mais ces deux interdictions, par exemple, fruits et légumes et sachets de thé, serait, si le projet est mené à son terme, serait également en vigueur au niveau européen. Donc vous voyez, peut-être que la question de la distorsion de concurrence, par exemple, va vraiment s'amoindrir si toutes les entreprises européennes sont soumises à la même règle. Question suivante. Le plan d'éco-conception concernera seulement les emballages ménagers. Alors, la loi est plus large hein, que de toute façon les emballages ménagers. Je ne sais pas quel est l'objectif de la question peut-être derrière ça. Est-ce que c'est par rapport aux autres types d'emballages ou aux autres types de produits? Donc, on parle bien là effectivement de tout producteur qui est concerné par une filière REP. Donc, toutes les REP sont concernées. Hein. Cette loi n'est pas que sur les emballages. Nous, on a ce tropisme évidemment, mais par contre, ça concerne bien toutes les REP. Question suivante. L'emballage des matières, des consommables à destination des industriels est aussi dans ce périmètre. Alors, aujourd'hui, donc là, on parle effectivement des emballages industriels et commerciaux, notamment, donc qui aujourd'hui n'ont pas de REP, mais par contre, la loi prévoit d'instaurer une REP pour ce type d'emballage en 2025, excusez-moi, en 2025. Ils seront alors concernés par la loi. Question suivante. Combien de rotation est défini pour être considéré comme non-sup? Donc aujourd'hui, il n'y a pas de précision sur ce sujet-là. Voilà, on vous propose peut-être, on va revenir à la fin de la présentation et puis on continuera les questions suivantes après. On revient donc sur la présentation et
sur les interdictions de plastique, autre interdiction, donc à partir du 1er janvier 2021, la mise sur le marché de produits fabriqués à partir de plastique oxodégradable est interdite. Le plastique oxodégradable, vous savez qu'il peut se pulvériser en beaucoup de morceaux, ce sera interdit. On l'évoquait tout à l'heure sur les fruits et légumes. À partir du 1er janvier 2022, comme tout commerce de détail exposant à la vente des fruits et légumes frais non transformés, attention à ça, non transformés, sera tenu de les exposer sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique. Il y aura des exceptions pour les fruits et légumes conditionnés par l'eau de 1,5 kg ou plus, ainsi que pour les fruits et légumes présentant un risque de détérioration lors de leur vente en vrac. Donc vous voyez, on le disait tout à l'heure, c'est des mesures qui intéressent particulièrement la Commission européenne pour la reprendre au niveau européen. Donc sur cette mesure, vous voyez, donc il y a des exceptions prévues. Donc par exemple, on pourrait imaginer, mais là encore, ce n'est qu'une hypothèse de ma part, ce n'est pas une interprétation du gouvernement, c'est qu'une hypothèse. Mais bon, vous pouvez imaginer que les petits fruits rouges, les framboises par exemple, pourraient rester avec quand même un conditionnement pour toute ou partie de matière plastique, parce qu'il pourrait y avoir un risque de détérioration lors de la vente en vrac. On pourrait imaginer que un sachet de pommes de terre de plus d'1,5 kg par exemple, pourrait être avec un conditionnement pour toute matière de plastique. Donc vous voyez une obligation qui entre en vigueur à partir du 1er janvier 2022 pour les fruits et légumes non transformés. À partir du 1er janvier 2022, là encore, interdiction de la mise sur le marché de sachets de thé et de tisane en matière synthétique. Là encore, c'est une mesure qui intéresse particulièrement la Commission européenne, qui pourrait être reprise au niveau européen. Exception pour les sachets biodégradables au sens de l'article 16 de directive SUP. Donc, vous voyez, interdiction de la mise sur le marché de sachets de thé ou tisane en matière synthétique, mais avec exception pour les sachets biodégradables. À compter du 1er janvier 2022, là encore, interdiction de la mise à disposition à titre gratuit de jouets en plastique dans le cadre de menus destinés aux enfants. Là, ça vise plus particulièrement la restauration rapide, où il y a parfois des jouets en plastique qui sont offerts aux enfants. Donc, vous voyez, maintenant, ce sera des jouets qui ne devront pas être en plastique, papier, carton, des livres, voilà, mais ça ne pourra pas être des jouets en plastique à partir du 1er janvier 2022. Autres interdictions qui ne concernent plus les plastiques, qui concernent les huiles minérales, mais qui vont avoir des conséquences en matière d'éco-conception, donc pour toute la filière des papiers graphiques. Interdiction d'utilisation des huiles minérales sur les emballages, à compter du 1er janvier 2022. Interdiction également sur les lettres de prospectus publicitaires et de catalogues non sollicités visant à faire de la promotion commerciale, 1er janvier 2023. Interdiction également des huiles minérales sur les impressions à destination du public à partir du 1er janvier 2025. Là encore, pour l'instant, la loi ne dit que ça, et donc c'est un décret qui va préciser les choses, et notamment les seuils retenus et même la définition d'huile minérale. Donc voilà, pour l'instant, on n'a pas plus d'informations à ce sujet, mais on voulait vous l'évoquer dès maintenant sur le sujet des huiles minérales. Il y a d'autres sujets concernant cette fois les plastiques et concernant le plastique à commande publique qu'on vous a rassemblé sur cette slide. Tout d'abord, ce qui va concerner l'État et les collectivités locales. À partir du 1er janvier 2021, les services de l'État ainsi que les services de l'État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, lors de leurs achats publics, et dès que cela est possible, doivent réduire la consommation de plastique à usage unique, la production de déchets et privilégient les biens issus du réemploi ou qui intègrent des matières recyclées en prévoyant des clauses et des critères utiles dans les cahiers des charges. Ça, c'est à partir du 1er janvier 2021. Qui concernera également État et collectivités locales à partir du 1er janvier 2021, les biens acquis annuellement par les services de l'État ainsi que par les collectivités locales et leurs groupements, sont issus du réemploi ou de la réutilisation ou intègrent des matières recyclées dans des proportions de 20 à 100% selon le type de produit. En revanche, il y a une exception pour la défense nationale ou en cas de contraintes techniques significatives. Là encore, un décret en Conseil d'État devra fixer la liste des produits concernés et pour chaque produit, les taux pouvant être issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage correspondant à ces produits. Vous voyez un fort investissement de l'État en matière dans sa commande publique, de l'État et des collectivités locales dans sa commande publique pour des biens issus qui intègrent des matières recyclées ou pour favoriser le réemploi.
Pour l'État, cette fois, et plus pour l'État et collectivités locales, comme vous le voyez, c'est la troisième petite case bleue à droite. À compter du 1er janvier 2022, l'État n'achète plus de plastique à usage unique en vue d'une utilisation sur les lieux de travail et dans les événements qu'il organise. Là encore, un décret va préciser les situations dans lesquelles cette interdiction ne s'applique pas, notamment afin de prévenir les risques pour la santé ou pour la sécurité. Donc voilà, typiquement, là c'est qu'une hypothèse de ma part, mais typiquement on peut imaginer que par exemple dans les centres pénitentiaires, par exemple, il y aura toujours des gobelets en plastique, enfin, voilà, des contenants en plastique, on ne va pas utiliser du verre par exemple. Ou par exemple dans les hôpitaux, dans les CHU, on va quand même continuer, enfin c'est qu'une hypothèse de ma part, mais on va peut-être continuer à utiliser du plastique à usage unique puisque le risque pour la santé ou la sécurité peut être, peut être important. Donc, voilà. Et puis, par exemple, pour toutes les questions, on le voit avec, en ce moment particulièrement, des questions comme les gants, comme, voilà, comme des choses, des produits qui continueront à être à usage unique. Si vous voyez donc une forte ambition de l'État pour réduire la consommation de plastique et pour favoriser le réemploi et les matières recyclées dans la commande publique, qui pèse quand même, comme vous savez, extrêmement lourd dans l'activité économique de notre pays. Donc ça peut vous concerner quand même directement, donc c'est important. Et on voulait vous préciser, puisque ce webinaire est dédié à la loi, mais depuis, il y a eu de nouvelles annonces faites par Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique et solidaire, lors du 4e Conseil de défense écologique, il y a un peu plus de 3 semaines maintenant. Elle a fait de nouvelles annonces concernant la commande publique et notamment le plastique et le papier. Alors, vous voyez cette belle infographie qui a été réalisée par le ministère de la Transition écologique et solidaire, alors qui est très belle, mais qui est malheureusement d'assez mauvaise qualité. C'est malheureusement la seule que j'ai pu trouver. Mais vous voyez quelques-unes vous voyez toutes les annonces qui ont été réalisées dans le cadre des services publics éco-responsables. Et nous allons nous intéresser à 3 d'entre elles. Donc, c'est celle qui concerne le plastique. À compter de juillet 2020, a annoncé la ministre Elisabeth Borne, l'État n'achètera plus de plastique à usage unique pour une utilisation sur les lieux de travail et dans les événements qu'il organise. Ça a été confirmé par la circulaire d'Édouard Philippe du 25 février 2020. Donc la semaine dernière, nous avions la circulaire qui confirmait que dès le mois de juillet 2020, l'État n'achètera plus de plastique à usage unique. C'est une accélération considérable du calendrier, puisque vous vous souvenez, la loi, comme on l'évoquait tout à l'heure, prévoyait l'arrêt de l'achat de plastique à usage unique par l'État que le 1er janvier 2022. Pour le papier, à compter de mars 2020, l'État utilisera systématiquement du papier bureautique recyclé dès lors qu'il est disponible ou à défaut du papier issu de forêts gérées durablement. Là encore, la mesure apparaît bien dans la circulaire d'Édouard Philippe du 25 février 2020. Il s'agit d'un objectif ambitieux, puisque dans la mesure où, en 2019, les ministères de la Transition écologique et solidaire et de la cohésion des territoires, pour vous donner un exemple, ont commandé 58% de papier recyclé dans l'ensemble de leurs services. Vous voyez, là, il a l'objectif de passer à 100% de papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement, à compter de ce mois de mars 2020. Et également, un aspect qui peut vous concerner, déforestation, à compter de janvier 2021. Lors du renouvellement de ces marchés, l'État intègre dans ses appels d'offres des critères prenant en compte le risque de déforestation et notamment sur les produits mentionnés dans la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée. Des clauses types seront rédigées pour accompagner les acheteurs publics et sécuriser leurs procédures et passation de marché. Là encore, la mesure figure bien dans la circulaire d'Édouard Philippe du 25 février dernier. Je vous ai mis également des annonces du Palais de l'Élysée pour vous montrer à quel point le sujet est pris en charge jusqu'au plus haut niveau de l'État et à quel point il fait l'objet de l'attention des médias, puisque vous voyez un article de Paris Match sur les annonces du Palais de l'Élysée sur le fait que 220 000 bouteilles en plastique seront utilisées, ce qui était utilisé chaque année, seront supprimées désormais à l'Élysée et que les agents ont reçu une gourde fabriquée en France pour remplacer ces bouteilles en plastique et que des fontaines à eau sont généralisées dans les services. Vous voyez, l'Élysée vous montre l'exemple, passe au vert. L'intérêt de Paris Match sur ces questions. On vous mentionne également, et là
plus rapides, mais des mesures qui concernent les perturbateurs endocriniens. Pour vous rappeler que dans vos démarches d'éco-conception, dans vos actions d'éco-conception, il faudra tenir compte de la santé humaine, puisqu'il y a des mesures concernant les perturbateurs endocriniens. Donc, à compter du 1er janvier 2022, toute personne qui met sur le marché des produits qui, au terme de leur fabrication, comportent des substances dont l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité de l'alimentation, de l'environnement, qualifie les propriétés de perturbations endocriniennes d'avérées ou présumées, met à la disposition du public par voie électronique dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé pour chacun des produits concernés, des informations permettant d'identifier la présence de telles substances dans ces produits. Donc voilà, pour les perturbateurs endocriniens, et attention, pour certaines catégories de produits présentant un risque d'exposition particulier, l'obligation s'applique également pour les substances dont l'ANSES qualifie les propriétés de perturbations endocriniennes de suspectées. Donc, vous voyez, ça concerne les substances à perturbation endocrinienne avérée, présumée, et puis pour certaines catégories de produits, il y aura également les substances suspectées. Voilà pour cette mesure sur les perturbateurs endocriniens en 1er janvier 2022. Également l'apposition du pictogramme déconseillé aux femmes enceintes, qui pourrait être rendu obligatoire par le gouvernement lorsque l'ANSES a émis des recommandations spécifiques à destination des femmes enceintes sur certaines catégories de produits contenant des substances à caractère perturbateur endocrinien. Il pourrait donc avoir l'obligation de rendre obligatoire le pictogramme déconseillé aux femmes enceintes qui pourrait être rendu obligatoire au 1er janvier 2022. Ça pourra commencer. Et enfin, dans les centres, tout ce qui concerne la protection maternelle et infantile, donc dans tous les centres de services de pédiatrie, d'obstétrique, de maternité, les centres périnataux de proximité, ainsi que tous les services de l'État ou des collectivités territoriales qui participent à la protection et à la promotion de la santé maternelle et infantile, à partir au plus tard, le 1er janvier 2025, il est mis fin à l'utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffage et de services en plastique dans ces services. Donc voilà, là, des dérogations vont être là encore prévues par un décret en Conseil d'État. Et on vous a enfin mis un rappel des mesures déjà votées dans le cadre de la mesure EGalim. Et voilà, je sais que parfois, tout le monde n'a pas fait forcément d'études en droit, mais ces mesures restent toujours en vigueur. Elles ne sont pas remplacées par les nouvelles mesures concernant les perturbateurs endocriniens. Ces mesures restent toujours en vigueur. On vous les met pour mémoire. Interdiction des bouteilles d'eau plate en plastique à partir du 1er janvier 2020 dans les services de restauration scolaire, restauration collective scolaire. Les contenants en plastique pour la cuisson, interdiction au 1er janvier 2025 dans la restauration collective des établissements scolaires et universitaires. Et 1er janvier 2028 pour les collectivités territoriales de moins de 2000 habitants. Donc voilà pour cette présentation. Pour les points à retenir, donc de manière très synthétique, la loi porte de nouvelles ambitions, de très fortes ambitions en matière d'éco-conception, avec des plans d'éco-conception, l'obligation intégrée de la matière recyclée, l'obligation intégrée de filière de recyclage. La loi interdit certains produits en plastique à usage unique de manière générale ou pour le cas spécifique de la commande publique. Et ces interdictions vont donc conduire à des investissements, à des actions en matière d'éco-conception. Et enfin, la loi fixe un cadre d'utilisation pour les substances contenant des perturbateurs endocriniens. Donc, l'éco-conception devra tenir de la santé humaine. Donc, voilà pour les points à retenir et on peut passer maintenant aux questions. Alors, pour reprendre le fil des questions, donc nous avions une question sur quid des emballages secondaires tertiaires en plastique. Exemple, film plastique pour fardelage, palette. Donc aujourd'hui, ce sont des emballages qui ne sont pas donc couverts par une REP, par une responsabilité élargie du producteur. Par contre, d'ici 2040, ce sera le cas. Donc ils seront certainement concernés par cette loi. Je complète juste ce que dit Valentin, qui est très juste, qui est exact. D'ailleurs, le dossier de presse du ministère de la Transition écologique et solidaire prend l'exemple des films plastiques pour emballage industriel pour l'interdiction de 2040, donc ils seront vraisemblablement concernés.
Question suivante. Quid de l'usage de la bouteille de shampoing qui comporte un numéro de lot et garantit un niveau de sécurité de non-contamination? On parle bien dans cette loi, encore une fois, d'emballage à usage unique, avec cette vision 2040. Donc il faudra effectivement développer des systèmes, soit des substitutions, hein, des emballages de substitution, soit des systèmes de substitution qui permettront de garantir la même traçabilité et la même sécurité pour le consommateur, bien évidemment. Et ce sera un des enjeux des 20 prochaines années. Ensuite, les pailles pour briquettes seront interdites au 1er janvier 2021. C'était une réponse à une question précédente. Voilà, donc oui. Alors, qu'est-ce qu'on appelle couvert réutilisable? C'est une bonne question. La définition n'est pas claire, n'a pas été définie d'ailleurs. Ensuite, question suivante. Si une enseigne de grande distribution achète des produits finis à un fournisseur pour sa marque propre, qui est responsable vis-à-vis de l'article 61? Au même titre que pour la REP, hein, donc la responsabilité élargie du producteur, aujourd'hui on parle de premier metteur en marché, le metteur en marché, et donc il y a ce flou qui existe pour ce type de produit. Donc j'imagine que ça peut être l'un ou l'autre. Ensuite, question d'après, une cuillère doseuse qui permet d'obtenir un dosage précis pour permettre une navigation santé est-elle visée par interdiction de plastique à usage unique? Alors, s'il n'y a pas de raison, on va dire, objectivable pour expliquer que seul le plastique peut être utilisé, j'imagine que oui. En revanche, si certainement pour des raisons sanitaires ou d'autorisation de mise en marché, ça peut peut-être faire partie des questions à poser, mais aujourd'hui, je dirais que c'est le cas. Question suivante. Les sacs plastiques désormais interdits sont bien seulement les sacs de caisse, par exemple, et non les sachets de céréales, les sacs de terreau, PET fou, etc. Oui, bien sûr. Bien sûr. Question suivante. Les gobelets plus couvercles type Starbucks vendus en rayon frais sont-ils concernés par l'interdiction 2021? Alors non, ils ne sont pas concernés puisque ce sont des emballages cette fois. Ce ne sont pas des produits. Ce qui est concerné, c'est vraiment, vous savez, le lot de gobelets par exemple, ou le lot de couvercles qui va être concerné. Donc voilà, je sais que c'est un petit peu baroque comme distinction, mais voilà, il y a bien la distinction produit-emballage. Donc lorsque les couvercles sont vendus comme des produits ou les gobelets sont vendus comme des produits, ils sont interdits. Par contre, tout ce qui est gobelet ou couvercle, qui sont des emballages, ne sont pas interdits. Alors, question suivante. Y a-t-il un modèle d'éco-conception à suivre pour être conforme à la loi? Non, pas encore. Hein. La loi vient tout juste de sortir, donc il n'y a pas ce type d'outil. Question suivante. Fruits et légumes. Le lavage est-il une étape de transformation? C'est pas précisé aujourd'hui. Oui, absolument. Pour l'instant, ça n'est pas précisé ce qui est défini comme une transformation. Sachez, Marie, si vous êtes concerné par cela, je vous invite à vous rapprocher de votre fédération, puisqu'il y a une concertation qui a été lancée par le CNA, Conseil national de l'alimentation. Voilà, absolument. Donc, voilà. Essayez voilà, de faire passer le message si vous souhaitez. A priori, comme ça, ce n'est pas une transformation pour moi pour le lavage. Ce qui concerne comme transformation, c'est que vous savez, peler les légumes, peler le fruit, ou le couper, tout ça, c'est la transformation. Mais voilà, je ne veux pas vous donner de réponse définitive. Il vaut mieux vous rapprocher de la fédération. Je fais tout de suite le lien vers une question suivante, mais en allant un peu en avant sur le concombre. Donc c'est dans le même cas de figure, c'est-à-dire que la liste d'exemptions est en train d'être justement définie et développée par ce fameux groupe de travail au sein du Conseil national de l'alimentation. Il faut avoir donc effectivement on va dire les bons arguments pour montrer qu'un fruit et légume peut ne pas être abîmé sans son emballage en plastique. Question suivante, les jouets en plastique, restriction uniquement pour les menus? Donc oui. Ensuite, interdiction des huiles minérales, touche-t-elle les emballages secondaires, cartons de regroupement de plusieurs unités consommateurs, ou tous les emballages tertiaires, type sur-emballage de palettes? C'est une bonne question. On est tenté de dire tous les emballages, mais à vérifier.
Nous allons vérifier. Ensuite, question suivante, huile minérale, qu'en est-il de la paraffine? Complexe fromager. Alors aujourd'hui, c'est pas précisé du tout. Ça n'est pas partie, on va dire, des pistes là à court terme, mais c'est effectivement un sujet qu'il faudra également vérifier. Sur l'oxobiodégradabilité, interdiction des plastiques, mais quelle différence versus la loi 2015? Je laisse Thibaut répondre à cette question hautement technique. Oui, vous avez raison, l'oxodégradabilité était déjà interdite. En fait, c'est juste une petite question juridique, là, c'est que l'interdiction ne figurait pas dans le code de l'environnement. Donc elle figurait dans une loi, mais elle n'avait pas été codifiée en fait en matière juridique. Donc c'est pour ça. Là, il a fait entrer dans le code de l'environnement, mais vous avez raison. Voilà, on vous l'a mentionné pour que vous l'ayez bien en tête pour peut-être voilà, les dernières personnes qui ne sont pas au courant, mais normalement vous avez déjà été concerné par la loi de 2015, mais voilà, ça a été codifié. Question suivante. Le plan d'éco-conception concerne les emballages secondaires et tertiaires. Donc aujourd'hui, ce type d'emballage n'est pas soumis à une REP, ce qui sera le cas donc en 2025. Donc le plan d'éco-conception à ce moment-là, oui, j'imagine, bien sûr, devront prendre en compte ces emballages-là. Question suivante. Les emballages à usage unique en plastique d'origine végétale seront-ils concernés? Oui, tout à fait. Question suivante. A-t-on déjà une date de sortie du décret lié à l'interdiction des emballages plastiques pour fruits et légumes? Non, pas encore, mais donc il y a ce groupe de travail en cours qui vise à aider le décret d'application. Est-ce qu'on a la liste de l'ANSES? Ah pardon, excusez-moi, j'ai raté une question. Perturbateurs endocriniens, cela concerne les emballages ou seulement les produits? Les deux, bien évidemment. Donc on est bien sur une loi qui est générale, hein, donc qui concerne produits, emballages. Avez-vous la liste de l'ANSES? On pourra vous transmettre la liste à date. Question suivante. Est-ce que les carafes en plastique sont concernées par cette loi dans les cantines scolaires? Euh, Alors, concerné pour l'interdiction pour les plastiques à usage unique, c'est ça la question, c'est non, puisque c'est une carafe qui est réutilisée, donc c'est non pour les carafes. Ça n'est pas concerné par la loi, elles sont toujours autorisées. Alors, question suivante, est-ce que la palette bois, plastique, carton est concernée dans la nouvelle REP? Alors, c'est trop tôt pour le dire, mais bien sûr, a priori, il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas. On parle aujourd'hui de SUP, mais le fait de passer sur d'autres matériaux pour remplacer le plastique n'est pas également problématique. Quelle est la position de Citeo et d'autres matériaux à usage unique vont-ils aussi être interdits? Alors c'est évidemment une bonne question, ça fait partie des grands points de vigilance, on va dire, de ces lois. C'est bien évidemment d'essayer d'éviter, autant que faire se peut, d'augmenter l'impact environnemental, notamment sur les émissions de CO2, d'alternatives. Donc nous avons effectivement 20 ans pour réussir à trouver les alternatives qui ne vont pas dégrader les émissions de CO2. Mais l'enjeu, alors est-ce que l'usage unique, je pense que effectivement aujourd'hui l'enjeu est bien de développer des solutions notamment de réemploi, donc qui pourront concerner également d'autres types d'emballages, mais ces emballages autres que plastique à usage unique ne seront pas eux interdits, en tout cas pas aujourd'hui, c'est pas prévu. Liste des huiles minérales interdites, disponible quand? Donc ce sera prévu par décret. Donc Thibaut me souffle à l'oreille, certainement plus de 6 mois, donc d'ici fin d'année peut-être, mais sans garantie. Question suivante, n'est-ce pas l'usage unique qui pose problème et non uniquement le matériau plastique? Tout autre matériau usage unique sera à terme interdit. Donc je reprends ma réponse tout à l'heure, nous n'en savons rien aujourd'hui, hein, c'est bien une loi du gouvernement, il faudrait leur poser la question. Mais aujourd'hui, bien sûr, pardon, effectivement, là je suis un peu prospectif, mais aujourd'hui c'est bien le plastique qui est visé et c'est tout. Question suivante, comment les grands industriels de la boisson vont pouvoir se réinventer avec une réduction de 2030 de 50% du nombre de bouteilles en plastique mises sur le marché? Très bonne question, nous pourrons leur retourner. Voilà, nous avons fini le tour des questions et il est pile 15 heures. Alors, pardon, il y a une dernière question. Citeo va-t-il pousser pour le développement de la consigne?
Alors aujourd'hui, on a outre cette loi et les objectifs fixés dans cette loi-là, il y a également des objectifs fixés par la Commission européenne et notamment sur le taux de collecte des emballages de boissons et des taux de recyclage pour d'autres types d'emballages. Là, on va dire que la conviction chez Citeo, c'est qu'évidemment que la consigne est un levier qui aujourd'hui a fait ses preuves dans d'autres pays et qui est extrêmement intéressant pour pouvoir atteindre des taux de collecte pour les emballages de boissons de l'ordre de 90%, tel qu'il sera obligatoire d'ici 2030 par la Commission européenne. Donc oui, c'est bien évidemment une des pistes qui peut être regardée malgré le contexte actuel. Je laisse Thibaut préciser cette réponse. Non, non, voilà. Non, non, c'était pas pour préciser cette réponse, mais c'était pour vous remercier et pour répondre à la question de Laetitia. Cette présentation vous sera envoyée, la présentation exhaustive vous sera bien envoyée, donc ne vous inquiétez pas pour cela. Voilà, donc il y a des petits temps de montage, donc elle vous sera peut-être pas envoyée tout de suite, mais elle vous sera envoyée dans la foulée de ce webinaire. Donc rassurez-vous pour ce point. Et puis merci à tous pour votre attention pour ces sujets qui sont assez complexes, comme vous voyez. Mais voilà, nous avons essayé de vous éclairer au maximum sur ces questions. Très bonne journée à tout le monde. À À bientôt. bientôt. Au revoir.